Battus par les vents, érodés par les vagues, les bords du Pacifique, au nord-ouest des États-Unis. Nous voici en vol le long des côtes parmi les plus méconnues d'Amérique, peut-être les moins hospitalières. En dépit des conditions météo difficiles, notre intention est ambitieuse. Rentrer dans un autre espace, approcher des paysages difficilement accessibles, rencontrer ces populations isolées, cette frange d'Amérique réputée pour avoir le monde marin chevillé au corps. Alors depuis les côtes d'Oregon, cap au nord, à peine un écart par la rivière Columbia, un passage par Seattle, la grande ville, et à la frontière avec le Canada, nous gagnerons l'extrême nord-ouest américain, le territoire des Indiens. Un voyage aérien de plus de 1500 km au-dessus des arbres géants. Voilà bien le pays du bois, le pin d'Oregon, qu'il soit vivant, mort ou transformé pour faire des maisons, ou bien pour construire des bateaux. Comme tous les dimanches matins d'été, il y a du mouvement sur la plage de Pacific City. Le retour des Doris, bateaux à fond plat que les pêcheurs échouent sans vergogne sur le sable. On a fini. On a mis à l'eau à 7 h ce matin. We launched our boat at 7 a.m. this morning. Vous voulez voir ce qu'on a eu? Mostly lingcod, we got crab, Des morues, des crabes, beaucoup de poissons de sea fond. bass, some other types of bottom fish. Une très belle journée. Good day. This is the only place that we know of. À ce que je sache, c'est le seul endroit dans le pays où l'on peut échouer les bateaux de cette manière. Boats launch and land like this. Time is up! If our judges can come to the center! Presque comme une route ou un parking, la plage de Pacific City est aussi ouverte aux véhicules. Une normalité aux États-Unis. Il y a juste une voiture de police pour que tout se passe bien. Mais tout se passe bien. Normalement, il peut y avoir jusqu'à 7000 personnes sur la plage. Vous voyez le monsieur là derrière vous? Il ne devrait pas conduire là. Je vais aller lui parler. Mais c'est vrai, aux États-Unis, il y a toujours une certaine partie de la plage qui est autorisée aux voitures. On peut rouler dessus. De l'État d'Oregon, beaucoup d'Américains ne connaissent que cette route, la 101 qui longe la côte. Après des mois d'hiver au soleil des États du Sud, quelques camping-cars géants remontent s'aventurer au nord, aimantés par cet océan auprès duquel ils veulent rouler, dormir, manger. Un pouvoir d'attraction énorme ici, le Pacifique. Pour un habitant de Los Angeles ou de Salt Lake City, le dépaysement, il est vrai, est garanti. Quelques caps de légende émaillent cette côte quasi rectiligne. Le paysage marin par excellence, la carte postale salée de ce grand ouest américain. L'État d'Oregon compte 500 km de littoral,
Bord de mer agité où la météo changeante bascule en quelques heures. Un littoral où l'on peut pêcher, mais rarement se baigner, sauf en piscine. L'eau de mer dépasse à peine les 15 degrés. Du côté de la ville de Florence, il y a ces dunes, parmi les plus étendues des bords de mer américains. Un énième terrain de jeu, colonisé l'été en toute légalité par les amateurs de sports mécaniques. Passer les balades sportives, ou plus contemplatives, certains se lèvent dans la nuit pour aller mettre les pieds dans l'eau. Il est 6 heures du matin, la marée recommence à monter. Je suis parti de chez moi à 2h30 ce matin et j'ai commencé à pêcher à 5h15. Oh mon Dieu. Je me suis levée à 3h du matin. Il se lève tôt pour attraper des couteaux, un mollusque bivalve qu'il piège dans le sable. De Seattle, de San Francisco, de Dallas au Texas. On vient de partout pour aller à la plage et attraper des couteaux. Allez dans un restaurant et demandez à manger des couteaux. Vous verrez, c'est excellent, même pour un Français. Nous avons le droit seulement à 15 à chaque marée, y compris les petits que l'on rejette, sans compter dans ces 15-là. Car une fois sortis du sable, ils meurent ou sont mangés par les mouettes. Ce sont les 15 premiers qui comptent. Parfois, quand tu commences à repérer leurs trous, t'en vois un, puis ça n'arrête pas. Mais pour un seul que tu vois, il y en a des milliers que tu ne vois pas. Oui, il y a énormément de couteaux par ici. Un dernier survol, une dernière image au-dessus des pêcheurs à pied de Seaside, et nous décidons de changer de cap. En été et à l'automne, dans le sillage des saumons du Pacifique, quelques pêcheurs désertent les bords de mer pour la rivière Columbia entre les États d'Oregon et de Washington. Le Columbia est le fleuve mythique et béni du Pacifique Nord-Ouest. Celui qui permet tout. Aux navires de naviguer, aux véliplanchistes comme aux kitesurfers de s'éclater, aux ingénieurs de produire de l'électricité bon marché. Un fleuve qui permet aussi aux saumons de se reproduire. Sous le barrage de Bonneville, on peut même observer le nombre de poissons qui remontent de l'océan vers les rivières. Et justement, le boulot de Kenny, c'est de les compter. Les 3 dernières années, on a vu énormément de saumons sockeye remonter la rivière. L'année dernière, on a battu le record. On n'en avait jamais vu autant depuis que l'on a commencé à les compter en 1938.
Pour chaque espèce de poisson, j'ai une touche particulière sur le clavier. Pour les saumons, il y a le Chinook, le Coho, l'ice hockey, le chum, le pink et le steelhead. Pas simple. 6 variétés, rien que pour le saumon. Toujours sous le barrage, des vitres encore, disposées pour les visiteurs, ravis aussi de regarder passer les poissons. À l'américaine, la mise en scène est parfaite. Et dehors, près des turbines, il y a l'échelle qui permet aux poissons de remonter la rivière. Des milliers chaque année. Ils ne sont pas les seuls, les saumons, à passer de l'eau douce à l'eau salée, du Pacifique au fleuve. L'estuaire de la Columbia connaît un trafic maritime intense. Un passage dans un sens comme dans l'autre, difficile, risqué, et qui nécessite de gros moyens pour franchir une barre. Vous avez une énorme quantité d'eau qui vient du fleuve Columbia et qui se jette dans l'océan Pacifique. À marée haute, 2 masses d'eau contraires se rencontrent. À ce moment-là, dans l'estuaire, tu peux avoir des vagues de plusieurs mètres qui se forment et qui peuvent être bien plus fortes quand il y a du vent. C'est pour cette raison que nous avons les pilotes de la barre, des capitaines qui permettent aux navires de rentrer ou sortir de l'estuaire en toute sécurité, sans qu'un courant amène les bateaux à s'échouer sur le bord du fleuve ou toucher le fond. Pour rejoindre les navires au large, ils prennent les airs. Le temps de jeter un œil sur ces vagues maléfiques qui justifient leur job. Et puis ces pilotes de navire, le pilote d'hélicoptère les treuille sur le bateau qui doit passer la barre. Parfois il fait beau, parfois non. Aujourd'hui, ça va. Les cargos peuvent maintenant rejoindre Portland ou Astoria et remonter le fleuve. Et nous, on reprend notre route le long des côtes pour rejoindre l'État de Washington, le dernier État américain, avant le Canada. Un style quasi germanique émane de cette maison particulière plantée au-dessus des plages de la péninsule de Long Beach, le site préféré des beachcombers de tout le pays. Les beachcombers sont ceux qui ramassent sur la plage ce que la mer rejette. Des chercheurs de trésors, en quelque sorte. Alan est de ceux-là. On l'a rencontré chez lui près d'Aberdeen, à 2 heures de voiture de Seattle. Tous ceux qui viennent ici, peu importe d'où qu'ils soient, sont intéressés par les bouées en verre et veulent savoir comment les trouver. Oh oui,
Les gens sont même prêts à se battre pour en trouver. C'est une sacrée affaire. C'est difficile à expliquer, mais tu deviens comme fou quand tu es sur la plage, quand tu les découvres avec la marée. C'est vraiment quelque chose. Ce n'est pas comme ramasser du bois flotté, des coquillages ou des fossiles. C'est magique. C'est la plus grande taille qui existe. Elle vient du Japon. Il y en a seulement 2 comme ça au monde. Elle vient de Corée. Dans le passé, les Scandinaves avaient besoin de faire flotter leurs filets de pêche. Alors, ils se sont mis à recycler ainsi le verre. Puis, dans les années 70, quand le pétrole était bon marché, les pêcheurs sont passés aux bouées en plastique, mais maintenant des pays envisagent de revenir au verre. 2 des plus rares bouées au monde ont été vendues dans mon comté. L'une s'est vendue 8 900 $. La raison pour laquelle nos plages sont si prolifiques, c'est qu'elles sont recouvertes uniquement de sable. Sinon, les bouées se briseraient sur les rochers. C'est à l'approche des territoires indiens que la physionomie de la côte de l'État de Washington change radicalement. Toujours plus au nord, nous voici chez les Quinault, une des réserves indiennes des bords du Pacifique. Juste au bord de l'océan, Taola, 800 habitants, un village que les autorités tribales ont décidé de déplacer. Les craintes de tsunami. Yeah, you came by here. Il y a un très grand risque, un très grand. Ça peut arriver dans 1 heure, dans 1 semaine, dans 1 mois. C'est pas arrivé depuis 20 ans, mais on doit rester prêt à partir. Regardez ce qui est arrivé à ces pauvres gens au Japon. Ils savaient que ça allait arriver, et regardez ce qui s'est passé. Des milliers de morts. On voudrait, nous, pouvoir minimiser nos pertes. On va déménager tout le monde sur les hauteurs du village. Tout le monde. Tout le monde. Comme sur la Columbia, l'été sonne sur les bords de la rivière Quinault le retour du saumon, le poisson roi du Pacifique.
celui que l'on protège, que l'on fête, que l'on respecte. Le territoire des Quinaulds s'étend loin dans ces terres où l'industrie du bois rapporte encore beaucoup. On y observe des arbres immenses et anciens, cèdres rouges, sapins Sitka. Comme sur les plages d'Oregon, les couteaux pullulent dans le sable des plages de la réserve des Indiens Quinaulds. Sauf qu'ici, seuls les membres de la tribu sont autorisés à pêcher. Nous avons depuis le village de Moklip au sud là-bas, jusqu'au nord une cinquantaine de kilomètres de littoral. Notre réserve fait près de 100 000 hectares. Risque de tsunami ou pas, dans les réserves indiennes, le front de mer reste un espace sacré. Et tout le monde peut construire ici, sur la plage? Non, c'est fini. Plus de construction le long de la plage. Nous ne voulons pas de ces constructions partout, comme sur le reste des côtes. Nous ne voulons pas de tous ces bords de mer avec des gens partout. Plus de 3 millions d'habitants peuplent l'agglomération de Seattle. Vie culturelle et sportive, digne d'une grande métropole. Intense activité aussi au port. Point de départ de lourdes barges chargées ras la gueule en direction des ports perdus d'Alaska. En plein cœur de la ville, dessiné par Frank Gehry, l'architecte du Guggenheim à Bilbao, il y a l'EMP, un musée expérimental dédié à un courant musical né ici dans les années 80. Pas besoin d'être fan du groupe Nirvana et de grunge pour visiter ce musée, temple de la culture pop. Ici, place aux instruments, aux jeux et au plaisir. C'est très interactif. C'est ce qui fait la différence de ce musée avec les autres. Le son de Seattle, c'était le grunge. C'était l'origine. Aujourd'hui, on a tous les genres de musique ici. On a tous les sons. On s'offre une pause ludique de quelques minutes avec une question. Existe-t-il un lien entre la musique d'une ville, son climat et son environnement? Pourquoi alors le blues à New Orleans, le bebop à New York, la house à Chicago et donc le grunge à Seattle? Sur ces questions toujours ouvertes, on remonte encore plus au nord, en direction de l'archipel San Juan, à la frontière avec le Canada, le nez dans les cartes, un peu perdu dans ce dédale de 174 îles. Sur l'île de Friday Harbor, les belles propriétés sont désertes, les propriétaires, ingénieurs chez Boeing, programmateurs chez Microsoft. Ces rois de l'économie mondiale sont encore au travail à Seattle ou dans sa banlieue. Reste la génération post-Nirvana qui grille leurs chamallows. Allez savoir pourquoi, les usines Boeing sans doute, mais les îles San Juan comptent l'une des plus grandes concentrations de pilotes d'avion et d'hydravions aux États-Unis.
Parmi eux, il y a de vrais esthètes de l'aviation. Des pilotes qui passent l'hiver dans les hangars à préparer leurs appareils pour mieux voler l'été. En patrouille, comme s'ils étaient encore en mission. On a laissé les monomoteurs à leurs souvenirs pour une ultime route, moins fréquentée. On a encore survolé des forêts, croisé des bûcherons et leurs machines de titan. Vers l'océan, on a retrouvé quelques nuages avant de descendre vers Neah Bay, le village d'une autre tribu indienne, les Makah. Et nous nous sommes posés dans un champ où nous attendait Tommy, un des chefs de la tribu. Rendez-vous pris grâce aux Indiens Quinault qui nous avaient recommandé auprès d'eux. Parmi toutes les tribus indiennes de ce nord-ouest américain, les Makah sont les plus controversés. On leur reproche d'avoir renoué avec une pratique ancestrale, la chasse à la baleine qu'ils revendiquent haut et fort. D'ailleurs, dans leur musée, les Makah ont gardé le squelette de la baleine qu'ils avaient harponnée il y a seulement une dizaine d'années. Rien d'illégitime, selon Tommy. Il y a beaucoup de désinformation à propos des tribus indiennes en général et de la chasse à la baleine. Nos intentions sont méconnues. Chaque année, on participe aux commissions internationales baleinières. Nous envoyons notre propre délégation. Nous avons notre propre biologiste, notre propre commission. Un jour peut-être on sera reconnu. Nous sommes des gens patients. On a quitté Tommy, sa diction lente, sa conviction, ses mots choisis, pour un dernier regard sur le Pacifique, au-dessus du territoire des Makah. Là, juste là où finit l'Amérique.